Bonjour, je suis Thierry Grillet, le directeur de la diffusion culturelle de la Bibliothèque nationale de France. J'entame un nouvel entretien dans la série des entretiens que nous conduisons en partenariat avec la revue en ligne AOC, AOC pour Analyse, Opinion Critique. Et aujourd'hui, je reçois Fabrice Gabriel, qui est écrivain. Il a publié aux éditions du Seuil, dans la collection Fiction et compagnie, une sorte de trilogie romanesque, Fuir les forêts en 2006, Norfolk en 2010 et Une nuit en Tunisie en 2017. Il est aussi l'auteur d'un essai sur Jean Fautrier, L'homme ouvert, et de textes divers pour des revues et des catalogues d'exposition. Il a été journaliste culturel, notamment aux Inrecuptibles, et il a été aussi conseiller culturel, attaché culturel au Bureau du livre français à New York, et dernièrement, il a dirigé l'Institut culturel de Berlin. Bonjour Fabrice Gabriel. Bonjour. Vous avez choisi dans cette série AOC Relire au temps du confinement un texte culte évidemment de la littérature mondiale qui est Das Schloss, le château de Franz Kafka. Oui, alors j'ai choisi le château. Pourquoi ? Le rapport à la question du confinement mérite d'être expliqué. Ça part presque d'une espèce de, je n'oserais pas dire de plaisanterie parce que les circonstances étaient graves, mais du constat que le château, c'est, pour le résumer vraiment très très sommairement, c'est l'histoire d'un individu dont on ne connaît pas le nom, un certain K, qui a pour objectif de rejoindre, d'entrer d'une certaine façon dans un lieu auquel il ne réussira pas à accéder. Le roman, on en parlera, est inachevé. Ce lieu, c'est le château, et donc en allemand, le château, c'est das Schloss, qui signifie également la serrure. Donc cet endroit, cet espace, évidemment également symbolique, il cherche à y entrer. Et il me semblait intéressant, presque par boutade, de relire un texte où le personnage principal cherche d'une certaine façon à entrer, alors que tous nous étions dans cette espèce de frustration du sortir, si on peut le dire ainsi. Et de là, évidemment, la question qui s'est posée à moi, mais qui s'est posée à beaucoup, c'était celle de l'intériorité. Alors, question très très générale, mais qui, encore une fois, je crois comme pour beaucoup, a été un peu une source de trouble, en particulier en constatant que un certain nombre d'écrivains, par exemple, ou de personnalités, avaient saisi l'occasion du confinement pour voilà. raconter leur intérieur. Exactement. Les journaux de confinement, c'est vrai, se sont multipliés durant cette période. Voilà. Et alors ça, c'est la première question. Avec des réussites diverses. Avec des réussites diverses. Ouais. La deuxième raison, alors c'est la première, elle mérite évidemment d'être un peu développée. C'était un peu l'objet du texte que j'ai écrit pour AOC. La deuxième raison, c'est que dans une situation de crise comme celle que nous avons tous vécue au moment de ce confinement, et au-delà du confinement même, du fait de la crise sanitaire et de cette espèce de danger qui est apparu et de rapport à la mort ou à la possibilité de la mort qui est devenu presque d'un seul coup beaucoup plus prégnant. Je me suis posé, parce que le château, évidemment, je n'ai pas attendu le confinement pour le relire, c'est un texte qui m'obsède un petit peu, et je me suis interrogé un peu aussi sur
le principe du livre comme un recours, c'est-à-dire ce livre, c'était un peu l'implicite de la question d'AOC et de notre ami Sylvain Bourmeau, c'était dire quel livre finalement, vers quel livre d'une certaine façon, et si on reprend un peu le lexique de l'intériorité, quel livre peut être un refuge, quel livre peut être un recours, quel livre peut être celui qui va nous aider en temps de crise. Et ça m'a fait penser à une anecdote qui est une anecdote de cinéma, si on peut dire, à un film que j'aime bien de Jean-Luc Godard, qui est détective, où Johnny Hallyday est un acteur assez remarquable d'ailleurs dans ce film-là. C'est un film dont je ne sais plus la date exacte, mais des années 80, et où Johnny Hallyday essaye de lire Lord Jim de Joseph Conrad tout au long du livre, tout au long du film, parce que on lui a dit que s'il a une question, un problème, un obstacle qui se présente à lui dans la vie, il trouvera de toute façon la solution dans Lord Jim. Et l'astuce, la malice du film de Godard, c'est que chaque fois que le personnage essaye de lire Lord Jim, un incident intervient, ou alors il a trop sommeil, et il n'arrive jamais à trouver la solution qui est censée être dans cette espèce de texte sacré de la littérature. Et qui est un peu comme une Bible, si on veut, ou en tout cas un des textes de loi possibles, enfin quelque chose qui est supposé apporter une solution. Ça me fait penser du reste, pardon de vous interrompre Fabrice, mais à cette anecdote, on dit que Thomas Mann, qui avait rédigé la préface du Château pour l'édition américaine, avait offert ce livre à Einstein, et Einstein, quelques jours après, le lui avait rendu en lui disant « Je vous le rends, c'est trop profond pour qu'une intelligence humaine puisse le comprendre. » Vous voyez, donc le livre refuge se dérobe un peu, comme le château. Exactement. Exactement. Et c'est cette idée de quelque chose qui se dérobe qui du coup, m'a semblé intéressante dans le principe même du château, c'est-à-dire que c'est un livre où effectivement on peut se dire que quelques vérités, quelque aide va se trouver, mais cette vérité, ce sens, il n'est jamais donné, il n'est jamais explicite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, enfin, l'intérieur du château demeure inaccessible, la serrure demeure verrouillée, le personnage n'y accède pas, et nous-mêmes, alors c'est une interprétation, il y a eu évidemment d'innombrables exégèses du livre, mais l'une de ces interprétations, c'est de considérer l'histoire même du château, de cet arpenteur, donc le personnage de K, qui d'une certaine façon tourne en rond. Il ne se passe pas grand-chose finalement dans le château. Il y a une série de scènes successives, un certain nombre d'intermédiaires qui sont des moyens possibles pour accéder à ce fameux château qui est là, des rencontres avec des femmes, on passe beaucoup de temps au lit, etc. C'est en même temps, c'est terrible, et comme toujours chez Kafka, assez drôle aussi dans cette espèce de cruauté des situations. Mais finalement, on n'entre jamais dans le château, et on n'entre jamais dans le sens, dans un intérieur possible du sens. Donc l'interprétation, l'une des interprétations entre guillemets canoniques, c'est de dire que le texte même est, enfin l'histoire plutôt même, est une sorte de métaphore du texte en soi, qui ne livre pas son sens. C'est-à-dire le texte raconte l'impossibilité de l'accès à une vérité qui soit dite. Et ça m'a semblé être l'assez grande, enfin, quelque chose, sans être pompeux, mais quelque chose qui, pour moi, relève un petit peu de l'essence de la littérature, c'est-à-dire que le refus, d'une certaine façon de considérer qu'un sens et qu'une vérité puisse être donné en tant que tel comme un objet auquel on puisse accéder par le livre. Le livre est lui-même son mystère, et c'est dans ce mystère propre qu'est sa vérité. Et pour en revenir au confinement,
parlait de cette singularité du texte de Kafka, mais qui peut s'appliquer à la plupart des textes qu'il a écrits, qui les rend aussi déroutants et fascinants, c'est-à-dire qu'ils sont, alors à des degrés divers, mais ils sont toujours, et c'est ce qui explique aussi leurs commentaires innombrables depuis leur publication, pour la plupart posthume, donc cette impossibilité d'affirmer une vérité, un sens explicite, dans le temps du confinement, c'est un peu enfin, d'une certaine façon, il m'a semblé qu'il ne fallait pas l'oublier et ne pas considérer, comme l'ont fait justement certains dans leurs journaux de confinement, etc., comme un confort, comme le confort d'un refuge possible. C'est-à-dire que le refuge de la littérature, c'est le refuge de l'inconfort. Et se replier, pour moi, dans sa bibliothèque, comme une sorte de secours en une période de crise aussi violente que celle dont on essaye de sortir aujourd'hui, ce refuge dans la bibliothèque, ça ne peut pas être un refuge confortable. Je trouve qu'il y a quelque chose qui a comme une sorte... Alors, je suis moi-même un lecteur, j'aime ma bibliothèque, la question n'est pas là, mais je trouve que la grandeur et la beauté de la littérature, c'est justement de nous consoler en quelque sorte du danger où nous sommes, en nous renvoyant ce danger même. Et qu'il ne peut pas y avoir d'opposition entre la bibliothèque et le monde, pour le dire d'une formule. Et donc, il y avait un peu d'agacement aussi entre les lignes du texte que j'ai écrit pour AOC, parce que je n'ai pas aimé cette idée, alors c'est évidemment simplifier les choses, mais cette idée qu'on puisse finalement se séparer l'expérience, en l'occurrence de la lecture, de l'expérience du monde. Lire en temps de confinement, évidemment, c'est un recours. Enfin, ça a été difficile. Ça a été difficile pour beaucoup. Beaucoup l'ont dit. La concentration, le sentiment, voilà, d'une espèce de menace, et puis l'effroi qu'on a pu éprouver aussi devant la situation. Enfin, des gens qui meurent. Mais ça n'a pas forcément empêché de lire, mais je trouve que cet acte de lire ne peut pas se faire contre, d'une certaine façon, le monde ou comme son envers. Et le fait que chez Kafka, et singulièrement dans Château, il n'y ait pas de possibilité d'envers et d'endroit, que tout soit d'une certaine façon à la surface d'un texte. C'est la fameuse écriture de Kafka, le personnage de K, il n'a pas d'intériorité psychologique affirmée, enfin tout est mystère. Je trouve que ça renvoie bien à cette nécessité, en quelque sorte, de ne pas séparer, je répète cette formule un peu abusive peut-être, mais de ne pas séparer la bibliothèque et le monde. Alors, moi je voudrais revenir sur un des propos que vous venez de tenir, et en particulier sur cette dialectique que vous pointiez entre l'intérieur et l'extérieur, en disant en effet, finalement, le château est une figure du confinement rêvé, idéal, c'est-à-dire il faut absolument rentrer, mais finalement, K est toujours dans cette arrivée, il arrive, il est toujours en train d'arriver sans jamais toucher au but, en quelque sorte. Il arrive sans arriver. Et puis, il y a aussi cette idée qui se fait jour dans cette fiction que non seulement il n'arrive pas, enfin, il est toujours en train d'arriver sans arriver, il est bouclé, enfermé à l'extérieur, et cet enfermement à l'extérieur, ce confinement, disons, nulle part, est redoublé par le fait qu'il essaie à toute force de s'intégrer dans le village, dans la vie de ce village. Il cherche à se marier notamment, sans que jamais il ne puisse arriver à entrer véritablement. Il est toujours celui qui est dehors du château, en dehors du château, mais aussi en dehors du village, en dehors de tout, et d'une certaine manière, quand il arrive, c'est la première page du château, il est chassé par la tempête de neige. Oui, ben ça c'est très... Il est étranger.
Voilà, il est étranger. Ça renvoie peut-être aussi à la situation qu'on a connue tout à coup, du surgissement d'une méfiance dans l'espace public de celui qui pourrait être porteur du coronavirus, donc l'étranger parce que le virus, cet étranger est entré dans son, j'allais dire, dans son corps, et que ce virus étranger peut affecter, peut contaminer. La fermeture des frontières, enfin, il y a là, dans le château, ça résonne en quelque sorte, le château résonne aussi dans l'expérience qu'on a pu connaître à ce moment-là. Oui, absolument. Et c'est vrai que c'est un aspect, je vous avoue, auquel je n'avais pas pensé de façon aussi explicite, mais qui me semble absolument éclairant pour une lecture possible, effectivement, du château, et en particulier dans son personnage principal, ce cas, qui est effectivement l'étranger ballotté d'une certaine façon, repoussé, incapable d'entrer, enfin, qui est dans une extériorité permanente, mais du fait aussi de la méfiance qu'il provoque. Et ça, c'est effectivement, mais je suis très sensible à ce que vous dites sur l'idée justement de frontières, parce que ce qui est frappant chez Kafka, dans des espèces de dispositifs textuels qui correspondent aussi à son imaginaire, c'est que effectivement c'est un monde où, je le dis au passage, où ça m'a toujours frappé, mais même de façon comme ça assez spontanée et sans faire de l'exégèse littéraire, c'est un monde où il y a toujours énormément, où les lieux sont très importants. C'est-à-dire que c'est un monde d'extériorité, mais c'est un monde où il y a souvent des pièces, des chambres, des halls, des balcons, des espaces intermédiaires, et sans arrêt, ce monde de cloison, c'est un monde qui à la fois tend à se refermer, mais qu'on essaye justement de dépasser. Enfin, on regarde par les trous de serrure, on écoute aux portes. C'est vrai aussi dans le procès, c'est vrai dans le disparu ou l'Amérique, et ça correspond effectivement presque, je dirais, dans une sorte de représentation imaginaire de l'espace. C'est vraiment très parlant ce que vous dites là. Il me semble que ça coïncide assez avec cette espèce de reconfiguration, pas forcément très consciente ou très élaborée, qu'on a pu avoir au moment du confinement, sur la place des uns et des autres, sur la circulation possible d'un espace à un autre, d'un pays à un autre. Ça nous interroge, pour le dire comme ça, effectivement, très fortement sur notre place et sur notre statut possible auquel le virus nous a renvoyé d'étrangers potentiels. C'est absolument, ouais. Et du reste, ça résonne probablement mais vous venez de le dire, dans toute l'œuvre de Kafka. Je pense à cette petite parabole de l'homme qui attend devant la porte, devant le gardien de la loi, qui en réalité célèbre la question du seuil. Le seuil qu'on ne peut pas passer, mais dont on ne sait pas pourquoi on ne peut pas le passer. Absolument. On peut penser aussi au terrier, où en effet on ne sait pas où on est dessous, on est quelque part, mais comment? Et puis évidemment la métamorphose où l'intérieur de la chambre à soi et puis le dehors familial s'opposent d'une façon très, très vigoureuse à travers cette porte fermée. Absolument. Absolument. Hein. Je crois que vous résumez parfaitement les choses. Je crois que cette idée ce serait presque un titre possible, Kafka et la porte fermée, nous renvoie effectivement à quelque chose que nous venons de vivre. Alors évidemment, il y a aussi dans cela, et ça, beaucoup ont écrit à ce sujet, l'arrière-plan possible d'une interprétation qu'on dira spirituelle ou religieuse, qui est très forte. Mais je crois que on peut aussi, sans exclure évidemment cette dimension-là, on peut aussi lire Kafka comme une espèce d'auteur presque du concret de nos situations et tout particulièrement, comme vous venez de le dire, d'une situation de crise comme celle qu'on vient avec douleur pour beaucoup de traverser, absolument.
D'ailleurs, K comme Chrysis, Oui, peut-être. peut-être. Au fond, pour peut-être, euh, qu'est-ce qui aujourd'hui devrait nous conduire à relire le château? Au-delà, disons, de cette période de confinement, dont on sait que le château n'a pas pu apporter une consolation, il a simplement pu apporter un approfondissement et peut-être un désespoir supplémentaire à être confiné. Mais euh, qu'est-ce qui aujourd'hui fait de ce livre un livre nécessaire? Alors, pour cela, pour répondre à ça, d'abord, je pense tout de même, pour en finir peut-être avec cette question du confinement ou provisoirement, je crois tout de même que, alors, ça n'ajoute pas du désespoir au désespoir ou du désarroi au désarroi de le relire. Je pense que c'est une sorte quand même malgré tout, de consolation paradoxale. Enfin, c'est-à-dire que l'idée de se donner la possibilité de réfléchir au sens premier du miroir, de réfléchir à notre propre situation, de voir se réfléchir à notre propre situation, c'est en soi, le mot de consolation n'est peut-être pas le plus approprié, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est qui donne du sens, ce sens fut-il caché, enfin, à l'acte même de la lecture. Alors pourquoi lire ou relire le château aujourd'hui? Pour répondre à ça, j'ai presque envie d'en revenir à ce qu'en disait Kafka lui-même en l'écrivant, enfin dans sa correspondance. Je crois que, je ne sais plus si c'est dans une lettre à Max Brod justement ou à ce médecin Klopstock, qui était aussi un personnage tout à fait intéressant, qui est devenu qui a comme Kafka vécu l'expérience du sanatorium mais qui n'en est pas mort, est devenu pneumologue lui-même, et où Kafka parle, parce qu'avant d'écrire Le Château, en 1922, il a eu une période, comme ça lui arrivait assez souvent, de crise et d'impossibilité, de sentiment d'impuissance à se remettre à l'écriture, et lorsqu'il a écrit Le Château, il en a éprouvé, au dire enfin, tel qu'on peut le comprendre dans ses lettres, une sorte de plaisir qui était un pur plaisir de l'écriture, disait-il. Et il dit donc dans cette lettre, je crois que c'est une lettre à Klopstock à peu près, car l'important dans tout cela, c'est quand même avant tout que ça puisse être écrit et pas que ça puisse être lu. Et je transforme un peu la formule, mais il y a dans cette espèce de nécessité de l'écriture et on a beaucoup glosé sur le fait que Kafka avait dit à son ami Max Brod que l'ensemble de ses manuscrits, puisque très peu de ses textes ont été publiés de son vivant, il faut rappeler que Kafka est mort à 40 ans, hein, et que les textes publiés de son vivant sont très peu nombreux, un certain nombre de récits, mais par exemple ses romans, enfin cette espèce de trilogie que forment l'Amérique, le procès et le château, sont des publications posthumes. Et Max Brod, évidemment, bon, c'est toute la mythologie, voilà, a désobéi pour notre plus grand bonheur. Enfin, voilà, ça fait partie des mythologies littéraires, évidemment. Quoi qu'on pense on a beaucoup glosé là aussi, quoi qu'on pense du désir réel qu'avait Kafka de voir son œuvre intégralement disparaître, brûler après sa mort, je pense qu'il faut prendre au sérieux cette formule qui place l'espèce de nécessité de l'écriture avant le souhait ou la perspective d'être lu. Et moi, j'ai envie d'utiliser ça un petit peu pour dire il faut de la même façon lire Kafka, le Château,
sans se soucier, alors c'est un peu rhétorique évidemment de présenter les choses comme ça, mais sans se soucier de ce qui est supposé être l'intention d'écriture qui a été mise. C'est-à-dire, le château, c'est un texte, comme souvent les textes de Kafka, mais celui-là plus encore que les autres, c'est un texte qui, d'une certaine façon, nous renvoie à travers ce personnage auquel il est très difficile de s'identifier, parce qu'encore une fois, il n'a pas de caractérisation psychologique ou même physique très précise, mais il est possible à travers lui de vivre une sorte d'expérience pure, si on peut dire, de la lecture, et de la lecture dans la confrontation à l'impossible saisie du sens. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fascinant. Moi, j'ai une amie qui n'avait jamais lu le château, et à qui le livre a été offert peu avant le confinement, et qui donc l'a lu par hasard, donc, hein, à cette occasion comme ça de réclusion, disons, et qui a eu beaucoup de mal à m'en parler ensuite, mais qui me racontait que cette lecture était une véritable expérience, c'est-à-dire quelque chose dont elle lentement, elle y revenait le soir, elle y pensait toute la journée, et non pas comme on lirait un thriller ou quelque chose comme ça, mais comme une expérience précisément de confrontation, encore une fois, presque absolue ou pure, et qui en même temps n'a rien d'absolument théorique, à la possibilité d'une vérité, ou de vérité plurielle, qui toujours se dérobe dans leur explicitation, disons, mais qui en même temps, à chaque fois, sont là dans l'ordre du possible. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment propre à Kafka, c'est-à-dire que ce sont des situations, ce sont des phrases, ce sont des mots, ce sont des scènes, mais dont il est très difficile de dire exactement à quoi elles se rapportent dans notre expérience propre, dans les termes habituels en tout cas d'identification littéraire, mais qui renvoie, et c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure pour parler du confinement, qui renvoie, je pense, à des espaces, à des configurations qui ont une résonance d'une extrême profondeur. Et ça, je crois que c'est une expérience. Voilà. C'est un peu banal de le présenter en une seule formule comme celle-ci. Mais je crois que lire Le Château, c'est vraiment une expérience extraordinairement singulière. Merci beaucoup, Fabrice Gabriel. Alors, peut-être qu'on peut conseiller, il y a eu plusieurs traductions. Il y a la traduction historique d'Alexandre Vialat, qui est la première, mais il y en a peut-être d'autres que vous pouvez conseiller également. Alors, ça, c'est aussi un sujet en soi. Alors, c'est vrai que il y a des traductions. Il y a il y a Jean-Pierre Lefebvre qui a traduit, qui a retraduit à l'occasion de la republication dans la Pléiade, donc qui est un grand germaniste. Mais je crois qu'il y a Bernard Lortolari aussi, il avait traduit dans Collection de poche. Enfin, je crois qu'il y a beaucoup de très bonnes traductions aujourd'hui. Et je pense que moi, par exemple, j'ai découvert Le Château dans la traduction de Vialat. Hein, c'est comme énormément de gens. On peut lire, même si elle est fautive, elle avait été corrigée par Claude David dans la première édition de la Pléiade, etc. Donc je ne suis pas, même étant un peu germaniste, mais je n'ai pas de préférence. Je pense que voilà, Kafka a quand même ce mérite, si on peut dire, enfin, de pouvoir être traduit par différentes mains, sans perdre absolument. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Fabrice Gabriel, et à très bientôt. J'espère que beaucoup suivront ce conseil de retourner au château. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Enfin.